Bienvenue à tous, ravi d'être avec vous ce soir pour ce webinaire autour de la BI qui s'intitule Comment créer de la valeur grâce à la mise en place d'une nouvelle business intelligence. Deux témoignages concrets de financiers de la région. Voilà, donc on accueille ce soir Annabelle et Julien qui nous parleront de leur expérience chez respectivement Cision, enfin SBM pour Annabelle et Cision pour Julien. Pour un petit point, vous vous souvenez, avec la DFCG, on organise très régulièrement des webinaires, des animations autour des thèmes qui importent à la direction financière. On est aujourd'hui plus de 350-400 membres en Auvergne-Rhône-Alpes et plus de 3000 membres en France. Comment va s'organiser ce webinaire? Donc, on est parti pour 1 heure ensemble. On va partir sur 2 petites minutes de présentation très rapide d'Annabelle et Julien, juste pour qu'ils se présentent. Et ensuite, on aura 2 présentations de chacune 15 minutes de leur projet, puis un temps d'échange sur un format un petit peu table ronde. Et enfin, on finira, pareil, qui durera 10-12 minutes. Et ensuite, on finira par un temps de questions et réponses pour que vous puissiez poser vos questions, échanger avec Annabelle et Julien. On verra si on activera les micros ou si on fera tout ça par chat. Durant la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions vous avez un menu normalement qui s'appelle Q&R. Voilà, vous pouvez poser les questions pour qu'on puisse nous y répondre. C'est plus facile que dans le chat. Si vous ne trouvez pas ce menu Q&R, c'est pas grave. Posez vos questions dans le chat. Donc, Annabelle et Julien, voilà, je vous laisse vous présenter très rapidement en 2 minutes avant de faire peut-être votre présentation, si ça vous va. Est-ce que tu veux commencer, Annabelle? L'école de Valence. Donc, du coup, elle est sur les lundis, mardis. Et... Ah, il y a quelqu'un qui parle. Oui. Bonsoir à tous, enchantée. Donc, Annabelle Constant, moi je suis directeur du contrôle de gestion chez SBM Compagnie sur la partie maison et jardin. J'ai rejoint SBM il y a à peu près 2 ans maintenant, en avril 2020. Et auparavant, j'ai une expérience dans la biologie médicale et l'industrie pharmaceutique, principalement dans des grands groupes. Voilà. Merci. Julien, je te passe la main. Bonsoir à tous, Julien Barège. Donc moi je suis directeur administratif et financier chez Cision. Ça fait donc un peu plus de 11 ans que je suis chez Cision. Je vous présenterai brièvement l'activité Cision dans mes prochaines slides. Et voilà, auparavant, donc j'étais conseil en fusion acquisition chez Grant Thornton. Et puis j'ai passé aussi 1 an aux États-Unis en capital risque. Dans une société qui s'appelait Sagax Development Corporation. Voilà. Merci à tous. Merci Julien et Annabelle, je sais pas pourquoi je dis à tous. Ok, écoute, on va passer directement au vif du sujet, si ça te va. Je crois que c'est toi qui embraye, Julien, voilà, sur Cision. Oui. Donc, chez Cision, en fait, on a lancé un projet de déploiement d'une business intelligence en fin 2019, début 2020, dont l'objectif était donc de transformer les pratiques de l'entreprise, d'harmoniser les process et surtout de simplifier le fonctionnement et notamment de la production de la donnée financière et de la rendre plus accessible aux non-financiers de l'entreprise. Donc rapidement, je vous présente Cision. Donc c'est une société qui est spécialisée dans le logiciel de gestion de relations presse et d'intelligence média. Donc c'est une société qui est principalement autour du logiciel et qui s'adresse aux professionnels de la communication et du marketing et qui leur propose donc une offre 360 en fait qui leur permet de cibler des journalistes et des influenceurs, de diffuser des communiqués de presse, de mettre en place des veilles sur tous canaux, presse traditionnelle, presse online, réseaux sociaux, etc. Et ensuite, d'analyser les retombées presse, d'analyser, de mesurer la performance des campagnes RP de nos clients. Voilà. Donc ça s'adresse à une typologie de clientèle assez large. Ça va de la start-up jusqu'à la société du CAC 40, en passant par des sociétés
des établissements publics type office de tourisme, etc. Donc c'est une offre une offre logicielle assez large dans le secteur de la communication et s'adresse au plus grand nombre. En termes de chiffres clés, le groupe fait à peu près 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires dans le monde pour 4000 employés et environ 100 000 clients. En France, on réalise à peu près 53 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 350 employés et environ 10 000 clients. La clientèle de Cision est une clientèle très fragmentée, comme je l'expliquais tout à l'heure en termes de typologie. Et donc, vous verrez que c'est une des raisons aussi de la mise en place d'une business intelligence au sein de Cision. Cision, en fait, s'est constituée au cours des 10 dernières années du rapprochement de 4 sociétés, Datapress, Hors Antenne, l'Argus de la Presse et dernièrement Europresse, pour former un ensemble d'environ 10 000 clients, une équipe de à peu près 50 commerciaux avec une centaine, voire plus, d'offres commerciales différentes. Et donc, c'est une société qui est étalée sur 3 sites et qui, au moment du rapprochement de ces différentes sociétés, regroupait 3 CRM, 3 ERP, donc vraiment une diversité au niveau de la donnée, de l'information, une certaine complexité et qui rendait du coup le pilotage de l'ensemble assez complexe. Donc, toutes ces acquisitions ont été faites sur les années 2010 à 2018. Et c'est effectivement en 2018 que le besoin de consolider tout ça a été fort. Et ce besoin a été renforcé aussi par le fait que la société L'Argus de la Presse, rachetée en 2017, était en difficulté financière forte. Elle a été rachetée à l'état de cessation des paiements. Et cette société faisait 3 fois la taille de Cision en France avant l'acquisition de l'Argus. Donc, on s'est retrouvé en fait en 2018 avec un ensemble qui avait triplé de taille, beaucoup de complexité au niveau de l'information et en plus une grosse partie de l'activité qui était entre guillemets malade et qu'il fallait du coup redresser. Donc des décisions stratégiques fortes à prendre, mais dans un contexte de complexité de la donnée importante aussi. Donc on avait non seulement le besoin de remettre de l'essence dans le moteur pour que la croissance redémarre. Donc là, les commerciaux avaient besoin d'un outil performant pour les aider sur le terrain commercial, mais en parallèle, la direction de l'entreprise avait aussi besoin d'informations fiables, temps réel, pour ensuite pouvoir prendre les bonnes décisions stratégiques. Donc, face à ce contexte, la finance a proposé à la direction de déployer un outil de business intelligence. Après un rapide benchmark, on s'est vite orienté vers Power BI, qui était une solution dont certaines personnes du service finance connaissaient, mais aussi avait l'intérêt d'être natif dans notre environnement système groupe avec Office 365. Donc, c'était aussi une facilité pour nous de déployer cet outil à moindre coût. Donc, notre approche, par contre, a été, à mon sens, assez innovante dans le sens où on a souhaité internaliser le plus possible ce déploiement au sein de l'équipe finance afin qu'il se fasse de façon rapide et autonome et surtout qu'il délivre des quick wins assez rapidement et pas voilà, qu'on puisse en mesurer les résultats, pas seulement à l'issue du déploiement de l'outil, mais tout au long de la phase de déploiement de l'outil. Et on a voulu évidemment que cet outil soit accessible aux non-financiers et notamment, comme je disais tout à l'heure, nos équipes commerciales et nos équipes de direction. Et donc leur donner un accès simple à la donnée et facile d'exploitation. Et un outil qui conserve une capacité d'évolution permanente.
de sorte de pouvoir rajouter de la donnée, de pouvoir rajouter des dimensions d'analyse auxquelles on n'aurait pas pensé au début, ou bien de dimensions qui apparaîtraient au fur et à mesure du développement de la société. Ce projet a très rapidement remporté une très forte adhésion au sein de l'entreprise, notamment de la direction, et est devenu vraiment un must-have. Donc, finalement, d'une idée, on s'est retrouvé avec une pression sur les épaules pour déployer cet outil le plus rapidement possible. Le process de déploiement s'est étalé sur environ 8-9 mois, avec une phase de développement au départ où là, on s'est quand même fait accompagner d'un cabinet externe, en l'occurrence le cabinet DataPulse, qui nous a aidés dans le benchmark et ensuite dans la formation à l'outil Power BI. Et puis, on s'est aussi appuyé sur nos équipes IT et PMO, donc Project Manager, au sein de Cision, afin de ne pas commettre d'impair dans la sécurisation de la data et de ne pas commettre les erreurs de base de gestion de projet. Mais encore une fois, on a quand même souhaité que ce projet soit déployé en quasi totale autonomie au sein du service finance. Et ensuite, donc rapidement, comme je disais tout à l'heure, on a voulu apporter des quick wins auprès de l'entreprise. Donc en fait, dès qu'on a eu nos premiers dashboards disponibles dans Power BI, on a rapidement mis en place une version bêta entre les mains d'un panel d'utilisateurs, notamment des commerciaux, afin qu'ils testent l'outil et que rapidement, ils nous fassent part de leur feedback pour ensuite nous permettre de prendre la bonne direction, de prioriser aussi les déploiements qui leur semblaient prioritaires. On a également ensuite élargi le panel à certaines personnes de la direction, notamment notre directeur général, qui a été un bon sponsor du projet. Donc ensuite, en s'enrichissant donc de tous leurs retours, on est arrivé à une version assez aboutie au bout de 6-8 mois. On est même allé au-delà du cahier des charges qui était prévu au départ, puisqu'on a souhaité intégrer, suite au retour des commerciaux, des données d'administration des ventes, de facturation et même de recouvrement de factures. Et je vous expliquerai un petit peu plus tard en quoi cette brique a vraiment été très importante et a, pour moi, apporté plus que ce projet apporte aujourd'hui dans l'entreprise. Donc, en termes de résultats, eh bien, ce que l'outil a apporté assez rapidement, c'est une bien meilleure connaissance au portefeuille client. Comme je le disais tout à l'heure, on a une clientèle très fragmentée, plus de 10 000 clients dans tout secteur d'activité, avec des offres commerciales très nombreuses. Grâce à l'outil, on a permis à nos commerciaux d'un coup de beaucoup mieux visualiser la répartition de leurs clients par secteur d'activité, par type d'offre commerciale, par taille de chiffre d'affaires, de également mieux pouvoir visualiser leur portefeuille par saisonnalité. Dans notre activité, il faut savoir qu'on a une assez forte saisonnalité et voilà, c'était une des problématiques de nos commerciaux, de pouvoir mieux gérer, mieux anticiper les échéances de leur portefeuille. Autre résultat important que ça a apporté, donc ça c'était un visuel de dashboard, mais ensuite on a pu mesurer quantitativement une amélioration de la performance de l'entreprise, puisque grâce à ce meilleur suivi de nos clients et de la rétention et des renouvellements de nos clients, qui est le nerf de la guerre dans une activité comme la nôtre, on a pu augmenter de près de 6 points le taux de rétention client. Et en parallèle, on a pu diminuer ce qu'on appelle donc le DSO, le délai de règlement client. Voilà. Et donc là, je fais une petite parenthèse par rapport à ce que je disais tout à l'heure dans le fait qu'on a intégré la brique recouvrement dans l'application. Ça a été un vrai plus dans le sens où nos commerciaux sont rémunérés dès qu'ils font leurs ventes et que leurs ventes sont facturées. Mais il y a une règle dans leur compensation plan qui prévoit
que si la facture n'est pas payée au bout de 90 jours, la vente est annulée et la commission reprise. Donc ça, forcément, c'était quelque chose qui frustrait énormément les commerciaux lorsque ça se produisait. Et souvent, ils nous accusaient en fait de ne pas leur avoir donné l'information suffisamment en amont pour se préparer à ce qui allait se passer et d'éventuellement pouvoir aider le recouvrement sur la, la recherche de solutions pour se faire payer les factures. Là maintenant, grâce à Power BI, en fait, ils ont la possibilité, et ils s'en servent quasi quotidiennement, de s'alerter, de voir quel est l'aging entre guillemets de leur portefeuille client de vente, donc de voir l'état de leur commande et si si les factures ont été payées ou pas, d'anticiper du coup lorsqu'ils s'approchent de la ligne rouge et de se rapprocher des équipes recouvrement. Ils ont même, à travers l'outil Power BI, accès aux dernières actions de recouvrement qui ont pu être menées. Ces actions sont consignées dans un ERP et ensuite elles remontent dans Power BI. Et donc, ils savent ce qu'il en est du paiement des factures correspondant aux ventes qu'ils ont faites. Et du coup, ils deviennent, on a créé de ça, on a évolué d'une relation qui était parfois un peu conflictuelle entre vente-finance à vraiment une relation win-win, puisque maintenant, ils viennent voir les équipes recouvrant pour dire hey, si tu veux, je peux te filer un coup de main parce que je vois que ma vente, elle n'a toujours pas été réglée, visiblement, il y a un problème. Et ça, ça a été une des raisons pour lesquelles on a vu notre délai de règlement client assez fortement diminuer, notamment l'année dernière. Dernier résultat qui, lui, est plus opérationnel que commercial, c'est le gain de temps opérationnel qu'on a pu constater, que ce soit côté équipe finance, mais aussi côté équipe commerciale, dans la manipulation de la donnée. Puisque auparavant, on passait à peu près 2 jours par mois à produire des dashboards, des rapports Excel, on livrait aux commerciaux et eux-mêmes passaient aussi beaucoup de temps à exploiter ces fichiers, à les filtrer, à essayer de les comprendre. Aujourd'hui, avec Power BI, ça prend en moyenne 1 heure par semaine à actualiser tous les dashboards, parce que tout n'est pas automatisé. Il y a une grosse partie qui est automatisée, mais il y a encore quelques petites briques qui ne sont pas automatisées. Et pour un commercial, en fait, donc, ça lui prenait 1 heure par mois à peu près de manipuler la donnée, mais en réalité, c'est même pas du temps non productif, puisque c'est le temps qu'il passe aujourd'hui sur l'application est un temps utile pour chercher des gisements de productivité, des secteurs d'activité à fort taux de renouvellement client, mais peu exploités par exemple, ou des choses comme ça. Donc cet outil non seulement a permis de réduire le temps de production et de traitement de la donnée, mais en plus d'identifier des gisements de business supplémentaires qu'on avait du mal à voir avant d'avoir Power BI. Donc, en conclusion, on a réussi assez rapidement en fait à déployer un outil en partant d'une forte complexité avec des enjeux stratégiques élevés. On est arrivé à une solution qui finalement rend simple, lisible et accessible les indicateurs de l'entreprise, et notamment accessible aux non-financiers. Et cet élargissement de la donnée à des non-financiers a apporté de vrais gains en termes notamment de performance de l'entreprise, puisque plus on est à regarder et à scruter la performance de l'entreprise, plus on identifie, mieux on identifie les risques et les opportunités de l'entreprise. Et surtout, cet outil a contribué aussi à apporter en temps réel une information fiable, beaucoup plus fiable, puisqu'elle provient directement des ERP et donc il n'y a pas de retraitement de la donnée qui est effectuée. Donc ça a apporté une grande crédibilité, une grande confiance de la part des opérationnels qui savent aujourd'hui qu'ils peuvent se baser sur les données qui sortent de Power BI puisque personne ne fait de retraitement dessus. Donc non seulement la donnée leur arrive plus vite, mais en plus elle est beaucoup plus fiable. Et puis en dernier point, cet outil nous a permis, comme je l'expliquais tout à l'heure sur l'exemple du recouvrement,
de transmettre au sein de l'entreprise une vraie culture financière, en fait. Aujourd'hui, nos commerciaux savent tous ce que c'est que le DSO ou la bad debt. Ils ont des indicateurs qu'ils voient au quotidien sur des ratios financiers qu'ils ignoraient auparavant, et tout ça contribue à diffuser une culture de la performance, du résultat, du cash, et donc une culture financière au sein de nos équipes. Donc voilà pour le projet de déploiement de Merci beaucoup, Julien. DHS Pardon. Cision. J'espère que je n'ai pas été trop long ou Non, trop. on est un peu limite, mais ça va, nickel. Ça prendra Et un petit peu puis, sur je le vais, temps d'échange, mais comme on a commencé un petit peu en retard, il n'y a pas de souci. donc je vais laisser le micro à Annabelle qui, elle, a un projet, je crois, plus opérationnel, avec un enjeu d'optimisation de marge. Donc, je te laisse. The floor is yours, Annabelle, et on t'écoute. Merci. Donc effectivement, comme le disait Julien, je pense que nos projets se complètent bien parce qu'ils ne sont pas tout à fait sur les mêmes enjeux. Donc déjà pour commencer, effectivement, je vais vous présenter SBM Company. Si tu peux aller sur la slide d'après. Voilà, donc en fait, c'est assez important de comprendre le contexte dans lequel nous avons mené notre projet. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter SBM pour que vous voyez quel était l'enjeu derrière. Donc en fait, SBM, c'est un groupe qui regroupe 4 activités. Donc on a on a une filiale qui est dédiée à la protection et aux soins du jardin et de la maison. On a une filiale qui est dédiée à la protection des cultures. On a aussi toute une partie de production industrielle avec plusieurs usines en France, mais aussi également aux États-Unis. Et on a une partie aromathérapie. Donc en fait, chez SBM, on a vraiment une maîtrise de l'intégralité de la chaîne de valeur, de la recherche à la mise à disposition du produit. Donc si on va sur la prochaine, voilà. Donc là, je vais pas bien sûr rentrer dans le détail de SBM, de l'historique de SBM, mais c'est juste pour que vous compreniez quelque chose, c'est que du coup, le groupe SBM a été créé en 1994. Mais la date qu'il faut retenir, en fait, c'est en 2016. En 2016, donc c'est l'acquisition de la filiale Jardin de Bayer par le biais d'un carve-out. Donc en fait, c'est donc la cession de la branche d'activité Jardin de Bayer à SBM. Donc ça a été vraiment un détourage de toute l'activité Jardin de Bayer. Donc avec on a récupéré les produits, les personnes et bien évidemment également les données. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce carve-out a, on va dire, propulsé SBM dans une autre dimension, parce que c'est devenu un groupe international. Donc, c'est passé d'un groupe français à un groupe international. Ça a vraiment marqué le passage d'une PME à une ETI, parce que le chiffre d'affaires a été multiplié par 4 et les effectifs ont été doublés. Donc, vous en doutez que c'est une sorte un peu de, on va dire, de Big Bang, avec aussi une intégration humaine. Et donc, ça a demandé la mise en place d'outils et de process. Et vous voyez que le groupe continue à être dynamique parce qu'en fait, depuis 2016, on a fait l'acquisition de 3 nouvelles entreprises. Donc, si on va à la prochaine, donc les chiffres clés de SBM Life Science. Donc, SBM Life Science, c'est la partie jardin et maison sur laquelle j'interviens. Donc, c'est un chiffre d'affaires au global de 270 millions d'euros de chiffre d'affaires, 450 collaborateurs et 22 implémentations internationales. Donc voilà, ça c'était un peu pour planter le contexte dans lequel est intervenu ce projet de BI et donc quels étaient les besoins. Voilà, donc c'est bon, tu peux aller. Donc, au moment du rachat donc, du carve-out, on a un ERP qui a été implémenté en 6 mois et vraiment pour continuer d'opérer l'activité. C'est-à-dire qu'en fait, la priorité, c'était livrer, facturer, encaisser, payer les clients, payer les fournisseurs et les salariés. En plus, il faut savoir que dans le cadre du carve-out, on n'a pas eu accès aux données, on a eu accès aux données au day one, c'est-à-dire qu'en fait, le RP au début a été pensé avec des cases vides, et puis bon, bah, on a entendu le premier jour pour remplir ces cases avec des données, donc vous doutez que parfois la qualité a pu en pâtir.
Mais bon, ça a permis donc c'était plutôt un pilotage, on va dire, un peu tactique, mais qui a permis à l'entreprise de continuer ses activités et de croître et de répondre, on va dire, aux impératifs de la finance au sens large. Donc, quand je suis arrivée après mi-2020, c'était le moment, voilà, ça faisait 3 ans, les bases avaient été posées et c'était le moment où l'entreprise et l'organisation avaient besoin de passer, on va dire, un cap, notamment au niveau du controlling et vraiment d'amener de la valeur ajoutée, voilà, de passer on va dire, une comptabilité un peu basique à de la valeur ajoutée en controlling. Donc, le contexte était que du coup, cette ERP, on avait accès aux data que par des requêtes qui sont préconstruites dans le ERP, donc ce n'est pas des requêtes dynamiques. On avait également un volume très important de données, donc on avait vraiment des grosses problématiques de lenteur dans l'extraction. Donc, Julien en a parlé tout à l'heure, mais vraiment, on avait beaucoup, beaucoup de temps perdu au niveau du controlling pour extraire les datas. Et puis, on avait également aussi des rapports qui coexistaient avec la même finalité, mais des écarts. C'est-à-dire, par exemple, si le marketing faisait un extract et la finance faisait un extract, ben, on n'avait pas forcément les mêmes chiffres de vente suivant les extracts. Donc voilà, on avait vraiment une nécessité, c'était vraiment la nécessité pour le contrôle de gestion d'analyser, de manipuler et d'apporter de la valeur ajoutée. Donc c'est bon, tu peux. Donc voilà. Donc pour parvenir à un modèle de business intelligence, on peut se référer au modèle des 5V ou des 4V plus 1, on va dire, qui sont les 4 critères clés en fait pour organiser, structurer et restituer la donnée. Donc c'est le volume de données. Donc ça, nous, voilà, on l'avait. La vélocité. Donc qui est la rapidité à laquelle on a accès aux informations, qui était donc notre cible. La variété, c'est voilà, avoir des données qui sont issues de plusieurs sources. Ça, on a volontairement choisi au début de le mettre un peu de côté et vraiment, nous, de se concentrer avec ce que pouvaient les données qui pouvaient sortir de notre ERP. On avait aussi une problématique et donc on va dire un objectif de véracité et tout ça pour apporter de la valeur à l'entreprise. Donc, la mise en œuvre et la solution. Donc, on avait fait un état des lieux avec un cabinet d'experts qui s'appelle Data Major. Et donc, voilà, on a vu qu'on avait vraiment un gros volume de données, qu'on avait de la qualité qui était très hétérogène. Et on était aussi une équipe qui était assez, on va dire, neuve, parce qu'en fait, moi, je venais d'arriver. La contrôleuse de gestion de la France qui nous a aidés sur le projet venait d'arriver, la personne en IT aussi. Donc voilà, on s'est dit, bon, comment on peut procéder? Et donc on a décidé de faire un projet sur un État en tant que pilote. Donc l'État qu'on a choisi d'utiliser, c'est l'État qui s'appelle le ZMAR, donc l'État d'analyse de la marge, pour répondre aux priorités opérationnelles. Donc on l'a appelé le projet OSMA, donc pour structurer, on va dire, la donnée. Hein. Donc voilà, on avait vraiment besoin de comprendre la marge, de pouvoir donner des valeurs ajoutées, de dire est-ce qu'il fallait qu'on améliore notre mix produit, notre mix client. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de se concentrer vraiment sur cet état-là de Sage et d'avoir une approche itérative pour mettre en place des résultats rapides et puis éventuellement élargir à d'autres périmètres. Donc, on a choisi un outil qui s'appelle SEI, donc Sage Enterprise Intelligence. Comme tout à l'heure l'a dit Julien, nous aussi, c'était l'outil qui était nativement connecté à notre ERP Sage. Donc, effectivement, c'était quand même plus facile pour mettre en place. On avait aussi un coût d'acquisition et de maintenance qui était moindre. On a aussi une compétence qui était en interne, parce que donc, la compétence a été internalisée sur l'ERP. Donc ça nous a vraiment beaucoup aidé pour aller plus rapidement dans notre projet. Et donc, on a aussi une évolutivité qui était possible avec cet outil. Donc, c'est bon. Et donc, sur le déroulé du projet, donc, on a mis en place une organisation de projet en mode agile. Donc, on s'est fait également aider par une personne du Project Management Office chez nous, avec des équipes de contrôle de gestion impliquées et même une personne qui était dédiée, donc c'était un stagiaire, mais qui était dédié au projet SEI en tant que tel. On avait aussi un interlocuteur IT dédié, ce qui nous a permis d'avancer. Et donc, on
on a pu faire une sorte de gestion voilà, en mode agile avec des sprints. Voilà, quand on se concentrait, on a réussi quand même à avancer très vite. Je pense qu'il était important aussi, c'est qu'on s'est défini des objectifs et des jalons. Donc vraiment, on s'est dit, la première priorité, c'est là où je pense que c'est différent du projet qu'on a vu précédemment, c'était vraiment les analyses du contrôle de gestion. Donc, c'était même pas une question de dashboard, c'était bon, nous déjà, comment on sort la donnée, comment on la traite, comment on peut sortir des analyses et avoir de la valeur ajoutée pour le management et les opérationnels. Dans un deuxième temps, c'était la diffusion des tableaux de bord et dans un troisième temps, l'extension à d'autres départements. Donc là, on a par exemple le département de la supply qui est en train de mettre en place SEI et aussi à d'autres départements et j'aurais pu mettre aussi à d'autres États parce que donc on est aussi en train d'étendre ça à d'autres États controlling, on va dire. On va dire une des leçons qu'on peut tirer de ce projet, mais bon, je pense que ça, c'est un peu classique, mais je pense que c'est important de le répéter, c'est que l'outil de la BI, c'est qu'un reflet des datas existantes. Donc, si les datas de base, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure sur la véracité, si les datas de base, elles sont pas là, eh ben, derrière, voilà, ça ressort pas des choses qui fonctionnent non plus très bien. Donc, il y a vraiment une importance de la data quality et de la mise en place des process dans l'entreprise. Chez SBM, on est toujours en constant avancement sur ce sujet-là. Et donc, voilà, on a choisi de faire ce projet pilote et je pense que c'était vraiment important parce ça a permis de nous cadrer les données, les données dont on avait besoin. Ça nous a aussi permis de savoir comment cadrer un projet de plus grande envergure et éventuellement d'éviter les écueils qu'on pourrait avoir sur un projet de plus grande envergure. Donc voilà, donc nous on en est là. Merci. Merci Annabelle, je n'arrivais pas à remettre mon son. Merci beaucoup pour pour cette présentation et pour ces deux présentations. Toujours pas de questions dans le chat ou le Q&A, mais n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure ou après on verra si vous souhaitez discuter de vive voix pendant la séquence de Q&A, de questions-réponses après. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'avoir plutôt un moment d'échange avec Annabelle et Julien. Donc je vais leur poser quelques questions, un peu sous un format table ronde. Moi, les premières choses qui me sont venues un petit peu comme ça, enfin, j'ai noté des éléments lors de vos présentations. Euh, il y a la nécessité quand même de se faire un petit peu accompagner. J'ai noté que tous les deux, vous aviez quand même au démarrage du projet fait accompagner. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est vraiment primordial, obligatoire, ou ça a été plutôt, avec du recul, plutôt de la réassurance? Je pense qu'effectivement, c'est important de se faire aiguiller au départ. Il existe énormément de solutions sur le marché. Pas forcément que des bonnes ou que des mauvaises. Voilà, il faut aussi trouver la solution qui soit la mieux adaptée à sa problématique, à son secteur d'activité, à son business model surtout. Et là, c'est vrai qu'on gagne du temps dans le benchmark quand on se fait accompagner par une société. Et puis après, pour se faire mettre le pied à l'étrier, c'est bien aussi de se faire accompagner. Si on a envie de déployer le projet en mode agile, il faut quand même connaître un petit peu les principaux pièges, voilà, les trucs de base et les erreurs à ne pas commettre. Et après, l'accompagnement peut être de plus ou moins grande ampleur en fonction voilà, de comment on Oui. veut maîtriser le déploiement soi-même. Oui, et puis moi je rajouterais, et encore ça c'est assez personnel à ce qu'on a vécu chez SBM, mais nous ça a vraiment permis de nous aider à cadrer notre besoin. Parce qu'entre dire j'ai besoin d'une BI et savoir exactement ce qu'on veut, comment on avance, qu'est-ce Oui. qu'on fait en premier, qu'est-ce qu'on fait en deuxième, ça c'est important. Sachant qu'effectivement, et je pense que c'est pareil pour Julien, c'est que dans la phase préliminaire qu'on s'est fait aider et après on a fait en interne. Oui, il y a ce besoin de déflouter un peu. Vous savez qu'il y a un besoin et que vous devez avoir des infos consolidées, visibles facilement. Enfin, on définit un petit peu le besoin.
en interne, mais en fait, on ne sait pas trop par où commencer le projet. On a besoin de quelqu'un un peu spécialisé pour nous dire, bah voilà, ça commence par là, de lancer un petit peu dans la bonne direction. Et après, par contre, vous aviez eu les compétences en interne pour tout le déroulé du projet. Oui, oui. Puis nous, on s'est rendu compte par exemple, on n'était pas assez mûr, notamment au niveau de la data quality, pour lancer un projet de BI complet sur toute l'entreprise. Et que sinon, on n'aboutirait jamais. Donc, ça nous a permis de se dire, bon, bah, OK, comme on ne va jamais aboutir sur le projet de BI de l'entreprise, bah, on va le faire sur un état et on va commencer à voir ce que ça donne et on va apprendre en marchant. Mm. Oui, c'est aussi ça. Ça s'est retrouvé aussi, ça, dans ton projet, Julien. C'est vraiment de segmenter un petit peu ces gros projets en multiples petits projets qu'on essaye de mettre en œuvre petit à petit. Tu as utilisé les termes de quick wins. Toi, Annabelle, tu les as pas forcément utilisés, mais j'ai eu l'impression d'un peu de la même chose, c'est-à-dire de dire on va quand même réduire un peu le périmètre, essayer de le faire sur des plus petites équipes, un peu en mode test, pour avoir rapidement des retours et des adhésions. C'est quelque chose, moi, qui me fait un peu rappeler les déploiements des jeux vidéo ou des logiciels qu'on a dans le monde des startups. C'est quelque chose voilà, que vous êtes content d'avoir appliqué, que vous appliqueriez pour n'importe quel déploiement de logiciel en interne dans une société, selon vous? Moi, je trouve qu'effectivement, si on veut faire un déploiement en mode agile, quoi de mieux pour s'inspirer que les retours des opérationnels directement, quoi. Par contre, effectivement, ça suppose de segmenter le projet en petites parties, comme tu le disais. Sinon, on part dans tous les sens et après, on recueille des feedbacks de partout. Et puis après, on ne sait plus comment prioriser, on ne sait plus quelle brique mettre avant l'autre. Donc, effectivement, nous, notre objectif, ça a été dès le départ d'embarquer un ou deux commerciaux et puis après, petit à petit, d'élargir le scope au fur et à mesure qu'on s'enrichissait de leur feedback. Ok. Et toi, Annabelle, sur ce sujet, Oui, oui, non, mais moi j'étais en train d'y penser et je Pardon. pensais aussi à l'importance, non, pardon, je pensais aussi à l'importance du PMO parce qu'en fait, nous aussi, on Mm. s'est dit, bon, bah, on a besoin de structurer le projet, puis on a besoin de quelqu'un qui vraiment qui batte la mesure. Et c'est pour ça quand j'ai mis, qu'on s'était donné des petits objectifs parce qu'on s'est dit, bah voilà, enfin des petits objectifs. Un objectif l'un après l'autre. Et vraiment, c'est la PMO qui nous a aidés sur ce projet-là, qui nous dit, bon, alors voilà, pendant 15 jours, c'est ça, pendant 3 semaines, c'est ça. Et en fait, ça permet d'avancer, quoi. Mm. Ça permet de… Oui, de structurer, de jalonner et puis ouais, Et d'avoir des puis, résultats probants, quoi. et puis d'avoir des résultats, Mm, voilà. mm, mm. Parce que Non, sinon, on est c'est devant clair. une montagne à gravir et Mais voilà. on n'en finit jamais. Et après, c'est des projets qui dérapent, qui dérapent. Moi, c'est ce qui m'a marqué parce que c'est quand même des projets très structurants. On avait quand même plutôt l'habitude, quand on parle de ce genre de projet, d'avoir des retours un petit peu bah, c'est un projet qui devait durer 6 mois, qui a duré 3 ans, on s'en sort pas, etc. Là, on est plutôt à l'inverse. C'est des projets que vous êtes arrivés à mettre en œuvre en définitive assez rapidement et avec plutôt du succès. Vous pensez que c'est lié vraiment à cette méthode agile? Moi, j'ai la sensation en fait qu'on est dans le cadre d'un projet permanent en fait. Mm. Donc nous, en tout cas, on l'a conçu comme ça. Ce projet, c'est de dire on sait qu'on a un besoin de simplifier l'accès à la donnée et la visualisation de notre portefeuille. C'était vraiment notre grosse problématique, la volumétrie de la donnée. On sait on a énormément de données accessibles, mais on n'arrivait pas à la faire parler. Et donc, on s'est dit, voilà, par quoi on commence? Donc, naturellement, on s'est tourné vers le commercial, puis petit à petit, on a évolué vers la direction, la stratégie, puis on a embarqué de la facturation, de l'ADV, et ainsi de suite. Et en fait, là, on est en train d'embarquer maintenant du marketing. Et puis, bientôt, on va embarquer un autre pays, une autre région d'Europe qui va venir. Donc, et en fait, c'est un projet permanent. Je pense on n'aura jamais, on sera jamais arrivé on n'arrivera jamais au bout de ce projet. Il se nourrit en fait des retours terrain pour aller de plus en plus loin à chaque fois. C'est pour ça que le critère Ouais. de évolutivité permanente était très important dans notre projet. Oui, bah, c'est un peu la même chose que, comme je disais que nous, par exemple, dans notre entreprise, voilà, on est en train de le développer au niveau de la supply pour qu'ils aient leurs états de stock ou des choses comme ça. Donc, c'est un peu pareil, en fait. Ok. C'est petit à petit. Et puis, voilà,
Nous, on n'est pas au bout d'un vrai projet de BI, mais voilà, on s'est dit, Non, mais on est au c'est quand bout de même bien notre en petit cours. projet. Pas Mais ça petit avance, projet, ça notre projet. continue. Voilà, pas de petit projet quand même. Mm. Et c'est vrai que vous parlez beaucoup, enfin je rebondis sur ce que tu dis Julien et Annabelle, tu en as parlé aussi avant, hein, des autres services, c'est-à-dire que c'était pas un projet finance, des autres services qui sont impliqués, puisque petit à petit vous embordez d'autres services, tu as parlé de la supply, Annabelle, toi le marketing qui arrive, Julien. Euh, du coup, est-ce que vous trouvez que ça a changé vraiment la collaboration avec les services? Est-ce que ça décloisonne un petit peu, ça désilote? Parce que souvent on a ces problèmes de communication interservices dans les entreprises. Ouais, nous, indéniablement. Et pour la petite histoire, quand tous les ans, depuis l'année dernière, en fait, quand on présente notre roadmap un petit peu finance de l'année à venir, on a une manager commerciale qui vient nous voir et qui nous dit surtout déjà, vous nous enlevez pas Power BI. Et on sent qu'ils ont changé leur rapport vis-à-vis de nous. Ils nous sont reconnaissants. C'est pas pour se jeter des fleurs, mais vraiment, ils nous sont reconnaissants d'avoir déployé un outil qui leur sert au quotidien. Ouais, nous, je pense qu'on n'en est pas encore là parce que vraiment, la finalité première de notre projet, c'était vraiment, j'allais dire, nous faciliter la vie au controlling et surtout, voilà, nous aider à faire des analyses qui étaient pour le management. Et là, on est vraiment au début du fait d'étendre le projet sur d'autres départements. Mais je pense que effectivement, on voit déjà que nous, les gens, on commence à en parler au sein de l'entreprise et je pense que ça va désiloter les choses. Oui. On- Merci, merci pour les réponses. Comme je vois qu'il y a quelques questions et que l'heure tourne, alors on a commencé un petit peu en retard, donc bon, on verra en fonction des questions. Moi, évidemment, j'ai d'autres choses qui m'ont interpellé dans vos présentations, mais ce que je vous propose, c'est de vous voilà, poser les questions que je vois déjà dans le Q&A et le chat. On a une première question. euh, voilà, qui nous dit, bon, vous présentez les résultats, comment est-ce que la donnée homogène a été restructurée, notamment à partir des 3 ERP? Donc, je pense que ça vient plutôt de chez toi, Julien. Euh, Quels services et combien de TP sont dans la chaîne de remontée de contrôle des données afin de proposer ce bac à sable commun? Alors là, c'est une question assez technique. Et effectivement, donc on avait trois. Alors, je parle d'ERP, c'était surtout trois logiciels de facturation et deux logiciels comptables. Certains logiciels de facturation étant imbriqués avec le logiciel comptable. Mais donc, d'abord, on a passé beaucoup de temps en fait à créer le modèle de données et à définir les champs euh, qui allaient être structurants et qui allaient être communs entre les différentes sources de données. Les numéros de facture, les ID clients, parfois c'était des SIRET. Donc là, on a effectivement fait un premier gros travail en fait de rapprochement des données à travers des champs communs. Ensuite, effectivement, ce qu'on appelle un bac à sable, donc un bac de données où on a réussi à tout regrouper. Mais à chaque fois, euh, et d'ailleurs, ce champ commun a évolué au fil du temps, puisqu'au départ, on était plutôt sur un identifiant client, et puis ensuite, un beau jour, on a trouvé la clé qui était le logiciel central commun à tous les ERP, qui était en fait le CRM. Pour le coup, on n'avait qu'un CRM au bout d'un moment. Et dans ce CRM, il y avait un ID prospect qui devenait l'ID client. Et c'est celui-ci ensuite qui a permis de faire le pivot entre les différentes sources d'information. Et ça, oui, ça a été une des parties assez complexes de définir le bon modèle de données avec les bons champs qu'on puisse rattacher les uns aux autres. Et puis après, mon contrôleur de gestion qui s'appelle Frédéric Vérard, il a ensuite construit dans Power BI le modèle de données avec les différentes flèches, les liens entre les différentes tables, enfin un truc assez complexe. Et aujourd'hui, voilà, ça fonctionne plutôt très bien. On ne t'entend plus, Arnaud. Pardon, j'avais coupé mon micro. Euh, de ton côté, Annabelle, toi, les problématiques de structuration de données, ça a été clé, tu l'as un petit peu évoqué aussi dans ta présentation. Oui, alors ce que je disais juste, c'est que nous, on a quand même essayé de
voilà, déjà de se focaliser vraiment sur Sage et se dire, bon, après, on rajoutera d'autres sources de données et on les a identifiées. Par exemple, c'est du détail, mais on voudrait rajouter le prix catalogue ou des choses comme ça. Mais voilà, pour l'instant, on s'est dit, bon, bah, on va se concentrer là-dessus. Par contre, on a eu un gros travail d'identification de ce qu'il y avait dans l'état actuel du report Sage qu'on voulait revoir et qu'on voulait voir de manière dynamique. Il y a certains champs qu'on a recalculés parce qu'en fait, ils n'étaient pas forcément correctement calculés, donc on les recalcule dans notre outil. Il y a certaines tables qu'on injecte pour recalculer notamment tout ce qui est déduction client ou des choses comme ça avec des taux. Enfin, c'est un peu technique, mais voilà. Donc oui, nous, on a eu vraiment un gros retravail à la fois de la qualité de la donnée et on va dire du recalcul, enfin des champs calculés. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un peu une question que j'avais pour Julien, c'est vous n'avez pas eu de problématique de qualité de la donnée? Si. On a effectivement, pendant un moment, été amené à retravailler la donnée par nous-mêmes, notamment des données qui provenaient du CRM avec des attributions commerciales qui étaient incohérentes et qui étaient dépassées. Par contre, à chaque fois qu'on a eu des problèmes de qualité de données, alors on les a corrigés par nous-mêmes au départ pour que le rendu dans Power BI soit cohérent. Mais on a ensuite fait en sorte que la donnée soit ensuite améliorée, enrichie dans l'outil par les personnes dont c'était la charge. Et ça a aussi, du coup, contribué à fortement améliorer la qualité de la donnée dans nos logiciels, notamment le CRM, et à rendre les opérationnels plus responsables, plus rigoureux sur le traitement de leur data. Ok. Et est-ce que ça, la deuxième partie de la question, hein, c'était en définitive, s'il y a eu que votre service qui a été, enfin, service finance, contrôle de gestion qui a été mobilisé sur cette partie qualification de la de montée, donnée, pardon, pour remonter dans le bac à sable, et combien de TP ça a mobilisé en gros? Je pense que ça doit être derrière pour, voilà, pour structurer, pour voir un peu la taille des équipes qu'il faut pour mettre en place un projet BI. Alors, chez nous, ça a été quasiment un ETP full-time pendant presque la durée du projet, pendant 6 mois. Mm. Et puis, moi-même et ma responsable du contrôle de gestion qui étions en support. Et puis après, d'autres personnes, PMO ou IT, qui, au besoin, étaient sollicitées dans le cadre de réunions. Je dirais qu'au global, sur la durée du projet, je pense qu'en moyenne, c'est un ETP et demi sur 6 mois. Ouais. Et de ton côté, Annabelle, c'est dans les mêmes ordres d'idées ou un peu plus? Alors nous, on a eu, c'est ce que je disais, donc on avait un stagiaire qui a été dédié aussi. Et après, on a eu pas mal de gens du contrôle de gestion qui ont été assez impliqués. Et, on avait quelqu'un de l'IT qui nous a été quand même, enfin, qui était internalisé, qui a beaucoup travaillé sur notre sujet. Donc moi, je dirais oui, facilement également une personne pendant la durée du projet. Donc dans la dernière Ouais. 6 mois, 8 mois peut-être. Ok. Merci pour vos réponses. On a d'autres questions. On est un petit peu, bon, quelle difficulté majeure par rapport à la récupération des données, ça on l'a dit. Par contre, les deux expériences évoquées sont parties à partir d'un ERP. Est-ce que pour vous, c'est un atout pour le déploiement d'un projet BI? Alors, parfois, on peut être amené à se dire, mais s'il y a un ERP, en fait, pourquoi déployer une BI? Sauf qu'en réalité, nous, ce qu'on a voulu, c'est également croiser des données de l'ERP avec des données commerciales, euh, des données plus opérationnelles. Mais c'est vrai que je pense qu'effectivement, de fait, l'ERP nous impose une certaine rigueur dans le traitement de la data. Donc, la data qui sort de l'ERP
est quand même en général de meilleure qualité, plus facilement exploitable. Par contre, elle est parfois pas facile à extraire parce qu'on peut se retrouver face à des bases de données qui sont un peu verrouillées. Ouais. Donc nous, on a connu ça, par exemple, avec le logiciel Sage, où au départ, exporter la donnée, c'était pas simple parce qu'on savait pas trop où requêter, où étaient les bases. En plus, nous, dans notre environnement IT, c'était compliqué parce que nos serveurs sont chez AWS, donc il fallait passer par un VPN et ainsi de suite. Donc voilà, la data est en général de bonne qualité, mais peut être parfois un peu plus compliqué à extraire et ça peut nécessiter, comme nous, ça a pu être le cas, ça peut nécessiter de passer par un intégrateur de son propre RP pour savoir comment récupérer la data. Non, je suis d'accord. Et puis, moi, je pense que la BI permet aussi, en tout cas chez nous, ça a permis aussi d'éviter que chacun, j'allais dire, fasse sa petite requête dans Sage, qui, du coup, comme tu viens de le souligner, n'est pas forcément peut-être le plus agile dans ce domaine-là, et que du coup, chacun fasse sa petite cuisine, on va dire, de son côté. Donc là, au moins, les choses, elles sortent on va dire, d'un état qui est quand même préétabli et qui a été un peu verrouillé, pour le coup, par le contrôle de gestion. Oui, ça permet peut-être aussi d'aligner un peu les gens sur les différents indicateurs parce que on Exactement. peut avoir cette problématique de se dire, OK, on parle d'un chiffre d'affaires, mais c'est quoi le chiffre d'affaires en définitive? Est-ce qu'on parle du facturé, du commandé? Enfin voilà. Donc au moins là, on définit un indicateur clé qui est dans la BI et tout le monde s'y réfère et il n'y a plus de sujet sur la méthode. Exactement. Exactement. C'est vrai que c'est important. Alors une question un peu large qui reste, mais quels prérequis faudra-t-il réunir avant d'entamer un projet structurant de la taille d'une BI? Est-ce que selon vous, il y a quand même des choses à faire ou que toutes les entreprises peuvent s'y lancer? Bah, je pense qu'il faut quand même il faut avoir une petite appétence pour la data, quoi. On va quand même manipuler une volumétrie importante. Il faut savoir comment fonctionnent des tables de requêtes, comment on relie des tables entre elles. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même avoir un minimum. Alors, je ne parle pas de maîtrise ou de connaissance de la data, mais au moins déjà une appétence pour se, se former un peu au fonctionnement des bases de données. Donc, pour moi, ça c'est un prérequis. Et puis l'autre prérequis, mais qui est plus subjectif, c'est que faut quand même avoir une capacité à se projeter un petit peu parce on s'embarque dans un projet structurant et il faut éviter de faire des fausses routes parce que sinon on a vite fait de perdre un peu de temps à déployer quelque chose qui finalement servira pas ou finalement aboutira à une impasse. Il faut avoir une capacité à se projeter un petit peu et puis à orienter parfois un peu aussi le besoin parce qu'une fois qu'on met ce type de produit entre les mains d'opérationnels, Mm. très rapidement, on a des feedbacks sur ah ouais, mais si on pouvait en plus rajouter tel truc pour que je puisse voir mon chiffre à la virgule près. Il y a des moments, il faut savoir dire oui, on peut, mais non, on va pas le faire parce que en fait, ça apportera pas suffisamment de bénéfices et il vaut mieux se recentrer sur tel besoin. Oui, moi je suis un peu d'accord avec toi sur les prérequis de l'appétence à la data et quand même je pense que, et c'est pour ça que nous on l'avait pas fait, voilà, je pense qu'il faut quand même aussi une certaine connaissance de base de la data qu'on manipule, quoi, qui est un peu différent de l'appétence à la data. Je Ouais. pense qu'il faut quand même avoir un peu trempé dans le. Et c'est aussi pour ça que je le redis, voilà, nous on est parti d'un état parce que comme on venait tous plus ou moins d'arriver, on s'est dit, oh, bon, si on se lance alors qu'on n'est pas au fait de toutes les subtilités qu'il y a derrière la data, ça risque quand même d'être compliqué. Ok, merci. Euh, on a une question après sur les coûts d'implémentation. Je ne sais pas Oui. si c'est des choses que vous avez en ordre d'idée, c'est-à-dire pour vous, voilà, quel coût ça a eu pour l'organisation? Bah, alors nous, je sais que sur le projet en lui-même, je dirais à peu près enfin,
on va dire sur la partie IT, hein, c'était à peu près une quinzaine de milliers d'euros. Et après, sur tout ce qui est licence, running, on est à peu près sur 7. Donc, on va dire 15 000 de Ouais. de En, coût en en plus one shot et ponctuel et après après on est en à 7 en 7 000 running. en. Ouais, voilà. Mais parce qu'on a choisi, encore une fois, d'aller sur une solution qui était peut-être, je vais pas dire moins puissante que Power BI, mais voilà, qui était en tout cas nativement reliée à Sage pour éventuellement évoluer vers quelque chose d'autre après. Mm. Alors nous, le prestataire externe qui nous a accompagnés, je crois que ces jours de formation, ça nous a coûté de l'ordre de 2500 euros. Et puis après, effectivement, il y a eu les ressources internes. On n'a pas fait de chiffrage, mais je pense que ça représente bien 15-20 000 euros. Mais on a eu un retour sur investissement assez rapide, puisque comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a gagné assez rapidement en temps de production de la donnée et en temps de manipulation aussi de la donnée de la part des opérationnels. Et puis après, le coût de Power BI et des licences, j'avoue que j'en ai aucune idée, puisque comme je le disais dans mon introduction tout à l'heure, c'est un outil qui est groupe. Ouais. Donc, on n'a pas de refacturation en fonction de notre consommation. Pas une petite refacturation groupe C'est si tu arrives à la clôture et que tu n'as pas vu venir. dans les management fees. Ok, merci pour ces détails. Une autre question sur le choix de l'outil. Voilà. En définitive, est-ce que vous avez mis en concurrence, alors on parle plutôt de Power BI, mais j'ai envie d'élargir un petit peu sur le choix de l'outil. Quelles sont les raisons qui ont conduit à choisir vos outils? Alors vous les avez un peu exprimés, mais est-ce que vous en avez, que vous aviez d'autres outils en concurrence qui auraient pu aussi faire l'affaire? Nous, on a utilisé avant Power BI, avant le dernier achat qu'on a fait là, de l'Argus de la presse, on a utilisé la solution ClickSense, qui était très bien aussi. Mais ce qui nous a vraiment orienté sur Power BI, c'est l'intégration native avec Office 365 et le fait que c'était inclus du coup dans les licences groupes. Forcément, ça a pesé. On a testé l'application et on l'a trouvée pertinente. Le groupe utilise aussi le logiciel Domo qu'on aurait pu éventuellement implémenter, mais on a été plus à l'aise avec Power BI. Ouais, nous c'est pareil en fait, c'est comme c'était nativement relié à Sage, c'était plus simple. Et puis aussi les consultants qui nous aident, on va dire au jour le jour sur la partie Sage, voilà, pouvaient aussi nous aider sur SEI. Donc c'est vrai que c'était une facilité, c'était des gens avec qui on travaillait déjà, donc c'est vrai que c'était plus simple. Après, honnêtement, parce que nous on réfléchit peut-être à changer sur justement Power BI. Honnêtement, je pense que finalement, le choix de l'outil n'est qu'une résultante, encore une fois, de la data, de la qualité de la data, de la manière dont on a choisi de la transformer. Enfin, en fait, tout ce qui est important, c'est le travail préliminaire, de savoir comment on ordonne les choses et ce qu'on veut restituer. Et au final, l'outil, enfin, c'est un peu aussi le ressenti que j'ai de la part du G, hein, c'est qu'au final, l'outil, je pense Oui, il vient après. ils se valent à peu près tous. Mm, mm. Oui, en fait, après, certains ont des petites Enfin, c'est mon améliorations, mais ressenti, mais oui, ça voilà. va être surtout être en fonction du projet qui va dicter et donc des besoins qui vont dicter le choix de l'outil. Et c'est pas, on peut pas dire génériquement, tiens, il y a celui-là qui est. Oui, puis voilà, ben nous, on a fait tout le travail qu'on a fait. Si on l'a fait dans SEI, si demain on change dans Power BI, ben on aura ce travail, il restera là. Oui. Je vois pas d'autres questions. Je pense que est-ce que vous avez, il est 19h34, on avait commencé à 35-36, donc on a tenu un petit peu notre timing. Euh, Est-ce que d'autres questions, des dernières questions que vous souhaitez poser? Est-ce que j'en ai loupé? Il me semble pas. J'ai essayé de bien remonter le chat. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu des questions qu'on pouvait avoir. Après, comme on est moins nombreux, hein, si certains veulent poser leurs questions à l'oral, n'hésitez pas à débrancher vos micros.
pour poser vos questions à l'oral. S'il n'y a pas de questions, moi j'avais juste une dernière chose avant de conclure, un sujet qu'on n'a pas forcément abordé, un petit peu votre retour d'expérience. Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment avec le recul? Voilà, des choses dites, tiens, ça j'aurais pas fait comme ça. Alors, nous, en fait, on s'est aperçu au bout de quelques mois que des limites en fait du déploiement en autonomie de l'outil au sein de la finance, puisque mon contrôleur de gestion qui a été en lead sur ce déploiement s'est retrouvé assez vite sollicité par les opérationnels dès que quelque chose survenait dans Power BI. Par exemple, pourquoi les données d'hier, elles ne sont pas encore remontées dans le système. Des fois, des questions qui étaient beaucoup plus de l'ordre technique, voire même, il a même été sollicité sur des problèmes de licence. Pourquoi j'ai plus accès? Pourquoi Oui. Et donc, en fait, on aurait dû quand même, à un moment donné, séparer la technique de la partie, enfin la technique au sens IT, de la partie vraiment projet finance, pour, à un moment donné, transférer la compétence et la maintenance technique de l'outil auprès des personnes compétentes que sont les services IT et que nous, côté finance, on vraiment uniquement focus sur l'outil et les dashboards et l'enrichissement. Ok, merci. Et toi, Annabelle? Euh, Moi, je dirais qu'au début, peut-être que voilà, on n'a pas assez cadré notre besoin au début, mais effectivement, on a assez, on va dire, vite redressé la barre, et notamment justement grâce à un accompagnement de l'IT qui a été assez fort, et on a quand même été bien cadré par la partie IT, ce qui nous a permis quand même on va dire, de se remettre un peu dans le bon chemin. Et après, je pense qu'il fallait aussi quand même, peut-être que on aurait dû plus creuser certaines datas ou la manière dont c'était calculé. Enfin voilà, c'était. Ok. Plus de préparation peut-être en amont. Ouais, voilà. Alors, une question complémentaire qui m'est arrivée et que j'étais passé, en fait, elle a été posée avant, donc je me permets de la poser très rapidement. C'est pour toi, Julien. Vous citez que votre contrôleur de gestion, comme le Data Master, s'il part, est-ce que Power BI continue de fonctionner? Lui seul a le modèle de données en tête ou tout est documenté? Comment vous avez géré ça? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, ça fait un peu écho aussi à ce que je disais là dans mon Mm. dernier point. C'est qu'à un moment donné, il a fallu backuper, voire transférer la compétence technique auprès d'autres équipes. Et effectivement aussi dans le souci d'assurer la continuité de l'outil en cas de départ, d'absence de notre contrôleur gestion qui a été impliqué sur ce projet. Donc oui, ça fait partie d'un projet dans le projet, en fait, de documenter ce qui était fait. C'est vrai qu'on a vite fait de faire les évolutions à la volée, surtout quand on travaille en mode agile. Mais à un moment donné, il ne faut pas oublier de documenter et de backuper les process pour être sûr de la continuité de service en cas de besoin. Donc effectivement, c'est en place et j'espère que les backups fonctionnent parce qu'effectivement, sinon c'est un risque pour l'entreprise. Mais ça faisait partie aussi des objectifs de notre contrôleur de gestion de mettre en place ces systèmes de backup. Ok. Bon, on arrive à la fin de ce webinaire, hein, parce qu'on a un petit peu dépassé du coup avec cette dernière question que j'avais loupée. Merci à tous d'avoir assisté à cette présentation. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura enrichi. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Et puis, merci beaucoup, Julien et Annabelle, d'avoir présenté. Hein, pardon. Et de Vous rien. êtes quand même les Avec plaisir. principaux acteurs. Sans vous, on n'aurait pas eu grand-chose. Merci beaucoup pour votre implication et et puis ces deux beaux projets aussi, voilà, qui mettent bien en avant la data et la BI. Et je trouve que ce sont des sujets passionnants. Merci. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.